Bienvenue à Let's Talk Coach, le podcast de la NFL. Mon nom est Julien et là, je suis avec Losé et Marc-André. Comment ça va, les boys? Ça va super bien. Correct. Bien On se ben remet content tranquille. d'être là. Puis ça va mieux que notre compatriote Marco qui fait le Oh pas my pantoute. God. Non, Vous Marco, je pensez, il pense nous a qu'on a dit, tous eu le même virus. Lui, je suis plus avancé que lui. Lui, Hey, il puis l'a fort. Là. les gars, ils viennent d'avoir un trade monstrueux dans notre dynastie, Oh! dans notre fantasy dynastie. Puis Marco, ils viennent d'échanger presque tous ses joueurs des Chargers. Écoute, ils filent vraiment pas. wow, ça va pas bien, là. Ça va vraiment mal. Il voit Vraiment, flou, puis vraiment il mal. pensait qu'il recevait ces joueurs-là, mais ils ont juste échangé. Ouais, Je pensais que c'était à l'inverse. Il dit, ah ben oui, c'est un no-brainer. là, Mais on va avant qu'on. remercier Dualité avant Oui, toute chose aussi. absolument. Puis, Tu vois, dans le ça. fond, Losé un podcast short and sweet, fait que je vais te couper. Là. Marco, il n'est pas là, fait que parle pas de ses mauvais Tant moves pis de pour lui. dynastie. Ouais, mais Tant je pis voulais pour lui. juste. Non, c'est pas un mauvais move, c'est juste, tu sais, à quel point il fait le pas. Mais short and sweet, ce sera pas long. J'avais préparé une joke pour le podcast cette semaine, mais là, on vient de déterminer un deadline à la dernière seconde. Je viens d'endormir les bébés. J'ai oublié de le faire. Fait que je vais quand même le dire. Mon but, c'était de mettre mon chandail de Josh Allen pendant le podcast parce que Ah. il est plus là. Je l'ai mis en allant voir les games dimanche, vu qu'il était plus là. Ça me faisait plaisir de mettre son chandail. Que je me suis fait acheter Wow. par deux de mes très, très bons amis qui m'ont fait chier cette fois-là. Puis mon but, c'était de pogner n'importe quoi, comme une liqueur ou un verre d'eau, puis dire, hey, les gars, j'ai vraiment peur de l'échapper. Puis te dire, Marc, hey, je t'envoie la balle, mais sûrement que Julien va l'intercepter. Tu sais, quelque chose de même, là, mais en tout cas, C'est mon but, bon. Ben, c'était. garde, des bonnes blagues de situation, Losé. Pour une fois, tes Ouais. blagues sont préparées, puis c'est pas un mauvais jeu de mots, là. Ça a été vraiment le Mais fun. c'est bon quand même. Non, Mais honnêtement, il y a mais du j'ai jus. quand même tout manqué parce que j'ai pas mis mon chandail. Ouais, c'est ça. Hey, on en parlera. Mais pour les auditeurs, le plan de match aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas de en rafale, mais Marc-André va nous faire un petit topo dans le fond là, des matchs. C'est quoi les faits marquants? Losé aura la première réaction de comme qu'est-ce qui a remarqué le plus de ces matchs-là. Puis ensuite, on parlera de certaines thématiques. Il y a beaucoup de mouvements aussi. On va vous aviser tout de suite qu'on ne parlera pas trop des coachs et coordinateurs qui ont été embauchés parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. La semaine prochaine, on prévoit un segment là-dessus. Puis on fera, quand plus de coachs se seront Ouais. placés, on fera un portrait global pour voir qu'est-ce qu'on en pense. Il y a encore beaucoup de coachs qui sont disponibles et encore beaucoup de places vacantes, dont celle des Bills qui vient d'être annoncée cette semaine. Donc, quand même beaucoup de mouvements à voir. Donc, on va attendre un peu avant de faire ce segment-là sur les coachs plus en détail. Mais quand même, 4 matchs super intéressants. Puis, je ne sais pas pour vous, mais les matchs de playoff, c'est le fun à regarder. Des matchs, pour la majorité, très serrés, sauf Seahawks, 49ers, on y reviendra. Mais très serré, très enlevant. Puis, au niveau du spectacle, c'est le fun. Puis je le dis à Marc-André, mais c'est le fun quand ton équipe ne joue pas puis les matchs sont tendus. Comme mes Steelers étaient éliminés, j'ai écouté ça vraiment juste comme partisan. Puis j'ai quand même eu un bon spectacle sur 3 matchs sur 4. Fait que c'est quand même 3 matchs et 13 secondes sur 4. J'ai vraiment eu un bon spectacle. Donc, c'est sûr que j'ai hâte un peu d'entendre vos réactions par rapport à ça. Mais c'était une super belle fin de semaine de football qu'on a vécue au niveau là, de la ronde de division. Losé, je t'ai vu comme sourire fortement. Y avait-tu quelque chose qui retient ton attention plus que. Non, mais quand t'as dit sauf le match des Niners, je fais Ouais, comme, c'est ça. je peux Ben pas oui. être plus On peut d'accord pas. que ça, Mais non, mais c'est. triste. Malheureusement, ça n'a pas été compétitif, malheureusement. Ouais, c'est ça. Non. Mais Dans le fond, là. ouais, vas-y. Non, excuse-moi, je ne vais pas t'interrompre, vas-y. Ben, je m'en dire, je suis vraiment d'accord avec toi qu'on a eu un beau week-end de football, mais c'est surtout, on a des beaux playoffs. Je me rappelle pas d'une Ouais. année à quel point que les playoffs ont été autant enlevants de A à Z, sauf peut-être comme une coupe de matchs. Puis là, il y a eu évidemment le quatrième quart Houston contre Pittsburgh, il y a eu Niners contre Seattle cette semaine. Il y a eu un petit peu le match Pats contre les Chargers. Mais à part ça, là, c'est On est vraiment juste gâtés, incroyable. là, vraiment. Puis, Ouais. je ne sais pas si vous vous rappelez, avant un playoff, on en parlait, puis on a dit j'ai jamais vu une année où c'est autant impossible de dire à chaque Absolument. match qui va Ouais. gagner. On disait la première semaine, à part le match Caroline-Rams, il n'y a aucun match, il n'y a aucun outcome qui va me surprendre. Ben, au bout de la ligne, finalement, ils ont failli surprendre Caroline en battant les En Rams. plus, ouais, c'est ça. Ouais. Mais au bout de la 100%. ligne, on 100%. n'avait vraiment Ouais, pas ouais. tort parce que tous les matchs, c'est down to the wire, une coupe Ouais. d'overtime, c'est quand même. Il y a du monde qui ne sont pas capables de gagner en overtime. Non, il y en a qui sont C'est ça. 0-7. Hey, dans le fond, là, avant d'aller plus loin, là, Bills, Puis, Broncos. apparemment, il va changer son numéro pour 1-7 à 0-7 l'année prochaine.
J'y crois. Les Broncos n'emportent 33-30 contre les Bills. Marc-André, c'est quoi les faits saillants de ce match-là? En gros, pour vrai, pour moi, c'est drôle parce que le fait saillant de ce match-là, c'est qu'on apprend à la fin de la game que Bo Nix est blessé et qu'il joue plus des séries. C'est un peu fuck. Mais pour vrai, avez-vous vu la séquence qui s'est blessée? Pour vrai, j'ai même pas réussi à trouver la séquence. Oui, non, c'est comme avant-dernier jeu du match sur une course quand il se fait tackle. Puis là, tu vois qu'il marche, puis il marche un peu en boitant, en revenant. Mais la séquence qui a fait surface, c'est dans le fond, c'est ligne de côté, il saute un peu sur ses chevilles pour la tester. Puis il fait une grosse face de genre, hey, j'ai pas aimé cette sensation-là. Ok, j'ai pas vu ça. Mais il a vraiment essayé de terminer le match. Donc, c'est ça, c'est vraiment malencontreux. Opération, donc il ne sera pas là pour le match la semaine prochaine, en fait, dans quelques jours, contre les Patriots. Donc, c'est quand même demandant. Mais à part ça, du match. En fait, pour vrai, ce match-là, Julien, on l'a écouté comme ensemble au resto et dans le char pendant que je conduisais, tu me faisais de la vidéo. Je te décrivais play-by-play, c'est l'annonceur. Play-by-play. Mais pour vrai, il y a un moment, fin du deuxième quart, à la mi-temps, puis au début du troisième quart, jusqu'à la moitié du troisième quart, on pensait vraiment que les Broncos se sauvaient avec le match. C'était rendu à un certain moment 23-10 pour les Broncos au troisième quart. Moi, je pensais vraiment à ce moment-là que les Broncos allaient comme filer un peu avec le match. Josh Allen avait pris quelques mauvaises décisions, puis à ce moment-là, je te parlais justement d'un auditeur, quand on était au restaurant, je te parlais d'un auditeur qui m'a, moi, j'avais pris la cote Josh Allen over 208 verges, puis elle était comme montée. Je pense que je me souviens pas exactement, là, j'ai plus les chiffres devant moi, mais je pense que la cote était montée comme à 200. Tu me l'avais dit, Marc, c'était 208 au départ. Tu as dit le over. Ensuite, elle a été rechangée à 220. Puis là, l'auditeur t'a dit à 220, qu'est-ce que tu en penses, toi? Puis tu as dit, moi, je garde quand même le over. Mais à la fin du deuxième quart, il y avait seulement 81 verges par la passe. C'était tendu. Mais il y a eu la remontée, puis il l'a atteint quand même. Exact, il a fini par l'avoir, mais au début, ça a été tendu. Exactement, ça a été en fait, même 2 quarts et demi, jusqu'à la moitié du troisième quart. Des décisions so-so, veux pas. Le fumble, le dernier jeu de la demi, là. C'est 100%. Là, vous le regardiez pas live, là, mais ça n'a pas de bon sens. Écoute, il y a eu à peu près 70 turnovers, manière de parler, en fin de semaine. Ça, là, c'était de loin le pire, là. Hey, il reste 10 secondes au cadran, tu n'as plus de time-out, puis tu es à ta ligne de 30. Tu fais une course. Tu n'as aucune manière d'arrêter le cadran. Tu peux pas te permettre de donner un 3 points gratuit comme ça. C'est vraiment... Ça n'a aucun bon sens. T'sais, on aurait vraiment dit un QB recru qui oublie le moment du match, qui oublie qu'il reste 10 secondes au cadran, que tu es comme « Ah, je vais essayer d'aller gagner des verges, on va spiker le ballon. » Mais non, tu es en train de faire une course de 15 verges. Les gros gars en arrière, là, il faut qu'ils reviennent à la ligne de mêlée avant que tu spikes le ballon. Il n'y avait aucune chance d'avoir le temps d'arrêter le cadran. Puis tu donnes un 3 points complètement inutile aux Broncos là-dessus, là, en fin de deuxième quart, là, complètement inutile. Puis tu vas en prolongation. Fait que juste ce 3 points-là, c'est peut-être ça qui fait la différence dans le game aussi. Marc-André, on s'écarte un peu les faits saillants de ce match-là avant de. Yes. Donc, les faits saillants, c'est un peu ça, dans le fond, c'est que ça a été un 2 quarts et demi où Josh Allen a pris des décisions so-so. La défensive des Broncos était dans le match. Puis à partir du milieu du troisième quart, là, si je peux dire ça, Josh Allen a fini par mettre sa cape de super-héros puis il a porté son équipe sur ses épaules. Il a fait des super gros jeux. Par contre, il y a quand même des passes. Dawson Knox qui était wide open à un certain moment, qui a overthrown. Oui, ça reste que Josh Allen il a fait des jeux incroyables, mais tu as eu un peu du très, très beau puis du très, très mauvais dans ce match-là de Josh Allen. C'est très, très les deux extrêmes. Puis ça fait qu'il amène quand même, malgré tout, son équipe en overtime. Puis il perd en overtime. Avant de réagir, Losé, toi, ton commentaire par rapport à ce match-là, ce serait quoi? J'essaie de trouver le bon mot, je dirais. Ça peut être une phrase, là. C'est quand même simple. Non, mais tout le monde parle tout le temps justement de la cape de super-héros, puis de ci, puis de ça, mais Denver, on dirait que... pas Denver, Buffalo, on dirait qu'ils ont trop essayé de le donner à Josh Allen quand que James Cook avait un match extraordinaire, courait comme le vent, ça n'avait aucun bon sens. Il pilait sur la défensive qui est extraordinaire de Denver.
Puis, encore là, ils ont juste arrêté de se donner le ballon. Même si Josh Allen, il avait probablement son pire match de l'année ou à peu près en dedans de lui. Puis oui, il a fait des verges, là, mais on sait tous qu'est-ce que les équipes font quand ils sont en avant 2 possessions et demie. Ils donnent les 20 verges, là, tu sais. Ah oui. Mais moi, honnêtement, là, c'est des mauvaises décisions. Puis comme Marc a dit, on a beau parler des 2 fumbles, on a beau parler du pick, on ne parlera pas de l'autre pick parce que là, pour ceux qui nous écoutent, si jamais vous pensez encore à ce jour que ce n'est pas une interception, allez lire les règlements de A à Z, puis vous allez comprendre que c'est une interception. On ne reviendra pas là-dessus, là. Mais, pour moi, j'ai dit à Marc-André, pour moi, c'était clair que c'est une interception. Oui, ce que 100%. j'ai moins aimé, quand je l'ai vu, ce que j'ai moins aimé, c'est que ça a été long. Puis l'arbitre, elle est parlé plusieurs fois. Puis, il n'y a même pas eu de review, d'explication au coach. Je fait comme on ne le review pas, mais je ne sais pas ce qui s'est passé sur le terrain, mais ça a été long avant qu'il y ait le prochain jeu. Avant qu'il y ait le prochain jeu, ça a été long. Puis, dans le fond, j'ai comme, on passe à autre chose, mais ça a pas mais été c'est sûr que ça a été rapide, en train de review, puis ils ont dit directement dans l'oreille, parce que les coachs ne peuvent pas challenger de toute façon dans le dernier 2 minutes. Non, c'est ça, ils ne peuvent pas challenger. C'est sûr que c'était en train d'être reviewed. Mais tu sais, parce que là, en plus, il y a eu après ça dans le match des Rams, parce que là, ce qu'on voit... Le truc de Davante. Le truc de Davante. Différent, il était seul sur la balle au début. Complètement différent. Pas juste ça, il y a eu le temps en masse d'avoir... De sécuriser, il a mis le genou au sol. Pour moi, c'est ça, exactement. Tandis que si tu regardes le catch de Brandon Cooks, il est en train de tomber vers le sol. On sait tout, il faut que tu sécurises. Quand il tombe au sol, le ballon, il pop d'à peu près 1 pouce ou 2 de son chest. Fait que c'est sûr que si le gars en défensive n'est pas là, c'est sûr qu'il reprend le ballon, puis c'est une passe complétée, puis c'est un attrapé. Mais pendant qu'il pop d'1 pouce ou 2, l'autre, il prend le ballon. Fait le ballon est en jeu à ce moment-là. C'est une interception, c'est super clean. Celle-là, on ne va pas la donner, on va dire la fausse à Josh Allen. Par contre, on a parlé du touchdown qui aurait dû être fait par Dawson Knox, que ça a été overthrown et de beaucoup. Je vais amener un point après. Mais la passe à Brandon Cooks, ça a été underthrown. Parce que s'il lance une belle passe, encore là, c'était pas un touché parce que le coverage était quand même tight, mais ça aurait été un premier jeu, puis il aurait été probablement à la ligne de 15 ou 10. Mais il l'a un peu underthrown. C'est ça qui a permis, on va se le dire, un tabarnak de jeu défensif. Oh oui, c'est fou. On va se le dire. Par contre, la passe n'était pas A1. C'est sûr que là, c'est dur de mettre celle-là sur le dos de Josh Allen, mais la passe n'était pas parfaite. Mais moi, comme Marc a dit, ce que je retiens de plus de tout, 2 affaires. Oui, OK, les fumbles, mais ça, on en a parlé. C'est la passe manquée à Dawson Knox. Si tu veux être perçu, tu veux être... Le monde veut te voir comme étant peut-être le meilleur joueur de la Ligue. J'ai dit le monde, hein, pas moi. Tu peux pas rater ce throw-là. Ça, c'est dans un moment important, un moment clutch. Ton gars est démarqué, puis c'est un touchdown, puis on parle pas d'une passe de 60 verges, c'est une passe de 25 verges à peu près, puis c'est dans le milieu. Fait que tu n'as pas besoin de mettre ça sur le côté des lignes un peu trop outside. Non. Tu as besoin de faire ce throw-là. Si tu veux être perçu dans la même ligue que Pat Mahomes, qui gagne tous les matchs serrés, qui gagne tous ses matchs en overtime, tu as besoin, quand tu as la chance de gagner avec une passe, tu as besoin de la faire. Il ne l'a pas fait. Parfait, le match en va en overtime. En overtime, encore une fois, il y a eu 2 fois dans ces défaites contre Mahomes, tout le monde disait, ils ont inventé des règlements pour les Bills à chaque année là, parce que les matchs étaient serrés. Mais 2 fois, il y a eu la chance avec 1 minute et demie à jouer de remonter le terrain puis d'égaliser avec un field goal. Les 2 fois, il ne l'a pas fait. Puis là, sa défensive, il donne un 3 and out en overtime. Tu as l'opportunité d'aller gagner le match. Tu as juste besoin de faire un drive. Ça prend juste 3 points, puis il ne l'a pas fait encore. Fait que là, j'espère qu'aujourd'hui, c'est fini, puis que Josh Allen est extraordinaire. C'est minimum un top 5, probablement un top 4, peut-être un top 3, peut-être même le 2e meilleur. Mais plus jamais que j'entende que Josh Allen dans le même tier que Patrick Mahomes. Plus jamais. Même que ce soit juste pour le clutch gene, il ne l'a pas. C'est tout. Tu as besoin d'un gars avec le clutch gene. José, je vais t'arrêter un peu tout de suite parce que là, on veut juste accélérer, mais il y a surtout un truc que moi, je trouve que tu es trop respectueux. Peut-être parce que durant la saison du podcast, tu as été beaucoup de hate sur les Buffalo et même sur Josh Allen. Puis je sens que tu tombes down, mais
Moi, au contraire, un peu comme Marc-André en a un petit peu parlé, mais surtout toi, la passe underthrown n'était pas juste là-dessus. Il y a beaucoup de jeux que son receveur était démarqué, puis il y a underthrown, beaucoup de passes qui ont été 100%. incomplètes durant tout le match et la semaine dernière aussi. J'en parlais avec Marc-André aussi au téléphone, puis la semaine dernière, le nombre de jeux qui a rendu ça difficile. C'est vraiment de cap de super-héros. C'est tu rends ça à un 3e et 7, à un 4e et 5. Mais ça n'aurait jamais dû aller en 3e et 7, 4e et 5 si tu réussis la première passe que tu as underthrown. Puis des fois, un peu trop overthrown, 2 fois overthrown dans le match. Puis quand tu regardes en plus le chart, il n'y a aucune passe complétée en haut de 15 verges. Oh, mais ça, c'est toujours Josh Allen, par exemple. C'est ça. Je sais, ça, c'est toujours. Mais j'ai passé l'année à le dire que dès que la passe fait en haut de 20 verges, il perd son accuracy. Il a un bras extraordinaire. Il lance le ballon à 80 verges. Il n'y a pas de trouble avec ça, mais il n'est pas accurate. C'est ça. Puis ça fait 2 matchs de suite qu'ils creusent un gros déficit. Contre Jacksonville, ce n'est pas une équipe assez unie, puis soudée, puis expérimentée pour calmer le jeu, puis un peu garder le cap. Les Broncos, ils le sont un peu plus, selon moi, grâce à la défensive, puis à leur entraîneur-chef. Mais tu ne peux pas t'attendre à avoir un gros déficit en première demi à chaque semaine, puis remonter, puis gagner le match. C'est comme trop leur demander à chaque fois. 4 revirements en première demi, 3 par Josh Allen, 1 par Cook. Amener, ça fait que c'est trop dur de revenir de l'arrière. Puis oui, ils sont capables de mettre beaucoup de points. La défensive était incapable d'arrêter les Broncos quand c'était nécessaire. Ils ont eu beaucoup de séquences, puis les Broncos n'ont jamais couru. Ils n'ont pas eu un jeu au sol en deuxième demi. Tu as raison qu'ils n'ont pas été capables quand c'était nécessaire, mais ils l'ont fait en overtime, par exemple. Ils ont donné une chance à son équipe de gagner. 100%. Mais ça a été très difficile pour les Bills. Puis l'affaire qui était fou, c'est ça, c'est Jean-Marc-André. Le fait que les Broncos n'ont pas de jeu au sol en ce moment, à part avec Bo Nix, il peut courir, parce que les running backs, ça donnait absolument rien, ce match-là. Puis même, ils ont eu de la misère durant la saison. Quand tu arrives contre une équipe qui a de la misère à mettre de la pression, tu as bien beau avoir Joey Bosa, c'est l'équipe qui sac parmi le moins dans la ligue, puis qui met le moins de pression sur un corps arrière. Fait que si tu donnes du temps à Bo Nix, il va faire ses passes, puis il y a des studs quand même pour attraper la balle. Puis il a fait des passes contestées qui ont été extrêmement bien précises. Puis Bo Nix a joué un meilleur match que Josh Allen du début jusqu'à la fin. Absolument. Puis ils ont maintenu le cap, ça a été difficile, mais les Broncos ont été une meilleure équipe, malgré l'absence de jeu au sol. Puis c'est l'absence de jeu au sol qui a donné une chance aux Bills de remonter dans le match. Et moindrement qu'ils ont un petit jeu au sol, les Bills, ils n'ont aucune opportunité de revenir dans ce match-là. Puis c'est dérangeant pour les Bills, je trouve. Tu vois, moi, je trouve que tu as raison. Puis j'ai trouvé que le manque d'expérience puis le fait d'être une jeune équipe, ça a paru quand même dans ce match-là. Parce que à plusieurs reprises, début de deuxième demi, il y avait la chance de mettre vraiment le match hors de portée. Puis là, l'attaque n'est plus capable de fonctionner. L'attaque qui fonctionnait bien n'est pas capable d'aller chercher le dernier 3 points, mettre ça à 3 possessions. Même, ils ont eu un moment donné un field au 50, puis il y avait juste besoin de 2 first down. Tu prends le field goal, tu tombes en avant par 3 possessions, c'est quasiment fini. Whoop, 3 and out. Fait que tu sais, ce killer instinct-là, ça paraît, tu sais, jeune équipe, jeune corps, le kit. Mais oui, comme tu as dit, Bo Nix a juste été meilleur dans ce match-là que Josh Allen. Pas en train de dire qu'il est meilleur que lui, mais il a été meilleur samedi. Dans ce match-là. Samedi a été meilleur. Puis je suis content que tu aies parlé des passes de Josh Allen parce que c'est facile de parler des fumbles, des interceptions. Puis oui, j'essaie de ne pas m'acharner dessus parce que moi, vous savez, c'est l'image, c'est le narratif des médias que je ne suis pas capable. Tu sais. Puis je trouve que déjà que depuis samedi, il y en a qui continuent à essayer de garder le même narratif, mais ça a déjà beaucoup changé. Ça, je suis très heureux. Il y en a beaucoup qui le bâchent. Je suis très heureux, puis c'est la première fois. Puis tu as raison, dans tout le match, il n'a pas été précis, même avec ses passes, mettons, à Kincaid, à Knox. C'était pas clean, là. C'était pas clean, exactement. Moi, je veux juste rapidement 2 choses, là, parce que je vois le temps, puis je veux quand même activer. Moi, je retiens quand même 2 choses. La première, c'est que sur les passes qui ont franchi en haut de 15 verges dans les airs, Josh Allen, il est 0 en 9, 2 pics. Tu peux pas être un QB élite puis avoir ces chiffres-là. Pour moi, c'est impossible. Fait que, ça, c'est vraiment pour moi l'élément clé. Puis le deuxième élément, on en a parlé plus tôt dans la saison. J'avais fait le parallèle avec McDermott puis Matt Lafleur à Green Bay. Mais pour moi, McDermott a été congédié parce que c'est supposé d'être un gars qui est spécialiste de la défensive, puis la défensive est pourrie. Fait qu'à un moment donné, il faut que ton coach en chef il aille lock un côté du ballon. Tu sais, Robert Saleh à Jets, les Jets étaient pourris, mais il y avait une défensive top 5 parce que Robert Saleh, au moins, il lockait sa défensive.
Fait que, tu sais, pour moi, c'est pour ça que Sean McDermott perd sa job. C'est que si tu es un gourou défensif, il faut au moins que ta défensive elle soit bonne. Puis, elle n'était pas bonne. Fait que pour moi, ça faisait du sens de congédier ce gars-là. Ce qui est plate, c'est que je ne veux pas trop en parler, on en parlera la semaine prochaine, mais la seule affaire que je veux dire assez rapide, c'est que, mettons, le propriétaire des Ravens, quand il en parle, tu vois qu'il dit, même s'il avait gagné ce match-là, c'est pas émotif. Ça fait une couple de saisons qu'on underachieve, qu'on parle de locker room, qui défend son monde, qu'on n'aime pas vraiment, puis qu'on veut remplacer comme coordonnateur. En fait, ben là, c'est le temps de changer. Là. Il y a trop de politique, il est trop engagé avec du membre du personnel puis certains joueurs, de la manière dont ils en parlent dans les médias. Fait qu'ils ont fait comme, hey, c'est le temps que tu t'en ailles. Mais là, Buffalo, la manière que le propriétaire défend ce renvoi-là puis ce congédiement-là, ça fait vraiment ticoune. On dirait l'organisation est dysfonctionnelle. Le GM, il a peur de sa job. Le GM, le propriétaire, il défend le GM de façon un peu maladroite. Ça paraît pas bien les conférences de presse depuis 2 jours. Fait honnêtement, c'est comme. Moi, au début, je ne connaissais pas. Puis là, le peu d'images que j'ai de la dernière semaine. C'était pas chic, mettons. Vraiment que c'était pas chic. De la manière qu'ils l'ont congédié. Ce qu'il en dit sur les médias, mais c'était lui qui voulait tel joueur, puis ça n'a pas marché. OK, lui voulait Keon Coleman, ça n'a pas marché, mais combien de joueurs, toi, tu voulais qui n'ont pas marché? C'est quand qu'on va nitpick lequel. C'est beaucoup de pointage de doigts, beaucoup d'émotivité. Puis je trouve que c'est bien qu'il l'ait renvoyé à cause de la défensive, mais jamais personne n'en parle de ça. C'est quoi supposé être sa force? C'est quoi le turnaround? Oui, il gagne, mais qu'est-ce qu'il était supposé faire puis qu'il ne fait pas? Ils n'ont jamais été capables de le nommer, puis c'est dérangeant que tu ne puisses pas nommer ça, puis que tu pointes du doigt sur des choses qui sont un peu weird. Moi, de bien paraître. Je ne veux vraiment pas vous contredire, là. Puis j'ai jamais été un fan de McDermott, même avant que je commence à ne pas aimer les Bills du tout. J'ai jamais trouvé que. Je trouvais que dans les moments importants, il prenait des mauvaises décisions, des mauvais challenges au mauvais moment, que tu perds un time-out. Tu sais, des petites subtilités là, qui passent comme underground, mais qui fait en sorte que dans un match serré, si tu perds le edge à la fin à cause de ça. Ouais. Mais j'ai vu quand même un élément graphique cette semaine qui disait que sous McDermott, depuis genre quelque chose comme 2019 ou 2020, les Bills, c'est la 5e équipe à avoir donné le moins de points dans la ligue par match. Ah, quand même, OK. Fait que je ne suis pas en train de réfuter votre argument parce que c'est vrai que depuis 2 ans, mais il y a quand même quelque part au travers des années, il a quand même fait des bonnes affaires défensivement parce que depuis... Je ne me rappelle pas c'était quoi le sample. C'est 5, c'est 6 ans, quelque chose de même. Mais il était 5e meilleure défensive en termes de points par match. Quand même, OK. C'est sûr qu'ils ont une division qui ne faisait pas beaucoup de points. Ça aide, mais quand même. Quand même, quand même. Quand ils l'ont fait, c'est moment-là. Mais regarde, tu me rassures un peu. Maintenant, parlons. On va parler vite, hein, les Seahawks qui l'emportent. On va aller vite. Marc-André, tu sais quoi de ce match-là? À part que... En fait, pour moi, là, je vais y aller rapidement. Pour moi, les Seahawks ont battu l'équipe DEF des 49ers. C'est vraiment plate parce que pour vrai, les 49ers, pour moi, c'est l'équipe qui était la mieux coachée cette année. C'est incroyable le coaching staff qu'il y avait. Même Sean Jess s'est blessé. Ouais, c'est ça. Pour vrai, la quantité de blessures. Tu sais, pour vrai, en début d'année, le souhait de tout le monde à San Francisco, c'était faut pas que CMC se blesse. Ben, c'est pas compliqué, ce souhait-là a été réalisé, mais tout le fucking reste du roster est blessé, comme si c'est n'importe quoi. Fait que pour vrai, chapeau aux Seahawks, là, comme peu importe ce qu'on dit sur les blessés de 49ers, les Seahawks se sont présentés, ils ont dominé 100%. Ce match-là de la première seconde à la dernière. Là. Ils ont laissé aucun espoir. Ça a commencé avec le retour de dégagement, comme chapeau les Seahawks. Attaque, defense. Oh, vraiment, là, comme tout roulait, tout était parfait. Mais c'est plate parce qu'on n'a pas vu un vrai duel entre les 49ers et les Seahawks. Puis chapeau aux Seahawks qui sont rendus en finale de conférence avec cette victoire-là convaincante. La seule fois que je veux dire, je l'ai dit la semaine dernière, puis je vais vouloir entendre l'oser réagir à ça, c'est que dans le fond, j'avais dit que les Seahawks, la plus grande force, c'est d'arrêter le jeu au sol. Puis la plus grande force des 49ers, avec toutes les blessures qu'ils ont, puis le peu d'armes qu'ils ont à l'attaque au niveau des receveurs, puis je parle incluant le fait que George Kittle est blessé, si la défense des Seahawks, qui est la meilleure unité pour défendre la course, affronte les 49ers, on dirait que c'est le pire match-up pour les 49ers. Peut-être qu'il aurait mieux paru 100%. Si c'était pas les Seahawks. Mais ils sont arrivés contre une défensive qui est élite contre la course. Tu fais là, tu bloques CMC. Puis là, dans le fond, moi par la passe. Brock Purdy est capable de passer. Puis c'est un excellent passeur, il l'a prouvé cette année puis par le passé. Mais avec le peu de receveurs qui lui restait et de tight end qui lui restait, il n'a pas pu faire grand-chose. Les Seahawks, ils ont eu faim, ils étaient motivés. Puis, man, c'était un redo de quelques semaines quand ils se sont affrontés. Puis
Les 49ers avaient fait juste 3 points à l'époque, mais là, ils ont fait 6. Mais c'est ça. Ben, tu vois, t'as exactement mis le doigt dessus en disant les Seahawks avaient faim. Tu sais, j'ai dit à peu près 2-3 minutes que Denver, jeune équipe, jeune corps, ils n'ont pas été capables d'aller mettre le clou dans le cercueil, de faire le touchdown qui faisait mal. Ben, Seahawks, ils l'ont fait. Le killer instinct, ils ont dit. Parce qu'au début du match, c'est vrai, ça a été 7-0, le retour, le whoop 10-0, 17-0. Mais 17-0, Tonjes, il venait juste de faire un fumble. San Fran avait drivé le terrain. Il était rendu au 40 de l'autre bord. Tu vois qu'il avait pris un petit peu de rythme. Whoop, fumble. Whoop, Seattle score un touchdown, tombe 17-0. Whoop, 17-3. Ils se font arrêter pour la première fois. 17-6. Ils se font arrêter encore. Ouais, San Fran reprend le ballon. San Fran, ils reprennent le ballon en deuxième demi. Fait qu'il y avait une mini ouverture là. La défensive, ils ont bloqué ça, puis tout de suite après, ils ont rescoré le touchdown avant la fin de la demi. Puis ça a été comme vraiment le killer instinct. Il y avait une mini lueur d'espoir de San Fran qui se remettait dans le match. Comme j'ai dit, même avec la drive, avec le fumble, l'attaque pouvait dire « Hey, on avance le ballon quand même. C'est tough, mais donnez-nous des possessions de plus, puis on va revenir dans le match. » Puis Seattle, ils ont juste dit « Non, c'est fini. Game over. » Puis tu as raison, meilleure défensive cette année contre la course. Puis moi, ce qui retient le plus mon attention de ce match-là, c'est pas Darnold, évidemment, il a quasiment eu à rien faire. Non, c'est même pas le jeu au sol avec les 3 touchés à Walker. C'est même pas la défensive qui a juste donné 6 points. Moi, ce qui retient mon match, puis la première étoile de ce match-là, c'est la ligne offensive de Seahawks. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose, c'est un point qu'on n'amène pas assez souvent quand une équipe joue bien. Puis tu vas parler de la ligne offensive parce que le QB a le temps de lancer le ballon. Le QB ne se fait pas saquer beaucoup. Non. Avez-vous vu les 3 touchés de Kenneth Walker, dont celui à 15 verges? Il n'y a même pas un gars de San Fran qui est à moins de 2 verges de Walker sur toute sa course. Sur ces 3 touchdowns, il ne s'est pas fait toucher. Il n'y a pas eu un tackle à breaker. Ça, c'est un esti de hats off à la ligne offensive. Puis ça, c'est la O-line, c'est les gars qui travaillent le plus dur. Ils jouent contre les gars les plus athlétiques de l'autre bord. Puis je trouve que c'est une position qui est un peu. Tu travailles tellement fort, mais tu n'as jamais de gloire sur toi. Tu n'as jamais rien. Mais moi, je pense que c'est important de le dire parce que c'est une des meilleures games de O-line que j'ai vues depuis longtemps. 3 touchés au sol, sans se faire toucher, c'est vraiment quelque chose. Extraordinaire. Là, on va accélérer. On passe Patriots Texans. Les Patriots l'emportent 28-16 contre les Texans, qui était le festival pour 2 semaines de suite de CJ Stroud qui donne le ballon à l'adversaire. Puis là, ça a été irrécupérable, malheureusement. À part ça, y a-t-il d'autres faits saillants dans ce match-là que CJ Stroud qui a 5 revirements à lui de ça? Donc, il y a Drake May qui a échappé beaucoup de ballons encore pour la 2e semaine de suite. Pour moi, la différence, là, puis encore une fois, je ne veux pas trop m'attarder parce que, comme, pour vrai, tu donnes 5 fois le ballon, il n'a pas grand-chose à faire. Là. La différence dans ce match-là, oui, Drake May a perdu le ballon aussi. Par contre, pour moi, la différence clé, c'était que CJ Stroud, c'est 5 ballons qu'il a donnés, à part peut-être un là, qui était vraiment sous pression, c'est vraiment des mauvaises décisions, des mauvais jeux. Mauvaises décisions. Puis en 100%. Premier essai, en plus. Oui, tu sais, il y en a un là, qui était comme un peu en train de se faire saquer, puis tout ça. Accepte le sac. Exactement. Prends-le vraiment comme un homme. Au pire des cas, tu dégages. Tu as la meilleure défensive dans la ligue. C'est pas grave de dégager. Mais l'inverse, les fumbles de Drake May, c'était pas des mauvaises décisions. C'est la défensive des Texans qui était malade mentale. Pour moi, il y a une immense nuance entre les deux. Oui, absolument. Drake May, je peux pas blâmer Drake May pour les fumbles qu'il a fait. Mais CJ Stroud, je peux le blâmer sur chacun des 5. Il a lancé des pics en mouvement quand il avait le temps en masse de planter les pieds. Puis même le pic qu'il a fait à gauche, que ça a été un esti de jeu défensif le toe tap, là, c'était incroyable. Mais tu sais,
C'était un pied, Ouais, là. ouais, c'est Ouais, ça. mais tu sais, il y avait comme le. Son knee tap, son knee Ouais, tap. c'est ça, ouais. Mais tu sais, Son knee tap! Nouvelle technique qu'on il enseigne, là. il roll out à gauche. Hey. Puis on s'entend que pour un QB Ouais. droitier, c'est la pire chose de Ouais. courir vers ta gauche. Tu lances contre ton corps. Ben oui. Mais il n'y avait même pas un gars proche de lui. Il avait le temps en masse de Oh, planter oui. les pieds puis lancer le ballon vers l'extérieur. Puis là, il a lancé inside. Puis quand tu lances inside sur un slant outside à comme 8 verges, il n'y a rien de plus dangereux que ça. Puis tu t'exposes à des turnovers à chaque passe que tu fais. Fait que non, moi, là, je trouve que ton point il est tellement pertinent, Marc. Drake May s'est fait faire des jeux par la défensive de Houston qui ont fait toute la saison. CJ Stroud pour un deuxième match de suite, comme si c'était ses premiers playoffs, comme si c'était sa saison recrue. Puis c'est weird parce que, tu sais, le gars, il a gagné en playoffs 2 fois. Il a fait un massacre en playoffs, sa première présence. Tu sais, je l'explique vraiment, vraiment mal. Tu sais, puis tu prends des mauvaises décisions à ton premier match cette année, puis tu t'en sors pareil. Ça a bien été, 4e quart. On sait tout ce qui s'est arrivé, 2 touchés défensifs, blablabla. Fait que tu t'en sors, tu es comme, OK, tu devrais step up à partir de là. Tu es comme, hey, l'équipe, let's go, ben oui. je leur en dois une. Puis tu commences le match comme ça, puis tu fais juste lancer le ballon n'importe où. Ouais, ça a été c'est pire vraiment, contre vraiment, c'est vraiment bizarre. Moi, je continue à croire beaucoup en Stroud parce qu'il n'y a pas beaucoup de QB qui ont gagné des matchs de playoff à leurs 3 premières années. Ça, mais c'est clair. Je vais avouer que, mettons, une performance, une contre-performance comme ça enlève beaucoup d'arguments. Tu sais, oui, la O-line, elle s'est faite piétiner, mais au bout de la ligne, c'est pas juste ça. Tu sais, c'est pas. Comme tu as dit, on revient encore à ça. La O-line se fait piétiner, tu te fais saquer, tu échappes le ballon, tu fais partie de la game. Mais là, c'est des mauvaises décisions. Ouais, c'est ça. Puis c'est des décisions même de pick comme s'il était under pressure x10, mais il n'y avait même pas la pression encore. Tu sais, c'est mauvaise décision. Mais Losé, en même temps, tu parles de la O-line, mais même les annonceurs le disaient, les 2 remplaçants à gauche, ils ont quand même bien paru pour le pocket presence, pour la protection. Au jeu au sol, pour permettre les courses à gauche, ça n'a pas performé. Exact. Mais pour la protection du corps, ils ont vraiment été A1 dans ce match-là. Fait que, tu sais, ils n'ont pas vraiment à attribuer de pression et de sac du côté gauche. Ça venait du milieu ou de la droite. Fait que, tu sais, j'ai de la misère. C'est Howard, je pense qu'il s'est blessé, mais là, il est revenu. Ouais. Puis, tu sais, moi, ce que je retiens le plus, contrairement à vous, c'est Drake May que quand il fallait que ça se fasse, parce que c'était tendu grâce à la défensive des Texans malgré tout, quand il fallait que ça se passe, il a fait des passes exceptionnelles à ses receveurs. Puis pas juste tu sais, mettons, Diggs, là, il a capté 2 ballons vraiment essentiels en deuxième demi. Tu sais, très serré aussi. Ce qui manquait un peu peut-être à Josh Allen puis les Bills. Tu sais, mettons exemple un stud. Puis, tu sais, quand tu avais tes receveurs qui ont fait des passes, des passes captées importantes pour Drake May, ben, tu n'avais pas Nico Collins, tu n'avais pas Schultz du bord aussi de CJ Stroud. Fait que cette absence de receveur-là a vraiment fait mal aussi. Puis s'il n'y avait pas ces points de repère, là, il faut que tu fasses confiance à ton 3e et ton 4e. C'est peut-être là que le manque de confiance a pu affecter aussi. Fait que c'est le seul bémol que j'y laisse, c'est que tu n'avais pas ton full core au niveau du receveur. Fait, parce que sinon, ça paraît vraiment mal. Puis il y a beaucoup de QB qui, à leur première saison, vont connaître une bonne saison ou peut-être même des bonnes playoffs, paraissent bien parce qu'ils ne réfléchissent pas trop. Puis quand tu as des référents, tu commences à réfléchir, des fois, c'est là que tu commences à paniquer et à prendre des mauvaises décisions. Comme Jalen Daniels, excellente première saison, première présence en éliminatoire aussi, extrêmement bien paru, se rendre en demi-finale. Mais je veux qu'il le fasse une deuxième fois parce que on dirait que c'est plus facile de le faire quand tu ne te poses pas de questions puis tu es recru. Puis quand il n'y a pas d'attente, ça va être tout le temps de même. Il n'y a pas d'attente, moins de footage. Pas d'attente, exactement. Puis là, tout d'un coup, quand il y a des attentes, quand il y a du footage, quand tu as de l'expérience, là, que ça commence à réfléchir, ben, il faut que tu me démontres qu'il y a eu une amélioration, puis pas une régression ou une panique ou un stress. Fait que c'est pour ça que je trouve ça inquiétant. Mais l'excuse que je donne, c'est l'absence de ces studs. Fait que c'est ça que je dis, regarde, quand il va avoir un full core, est-ce qu'il va se rendre jusque-là? Parce qu'il n'y a aucune équipe qui peut se rendre en finale du Super Bowl sans ses 2 meilleurs receveurs. Ouais. Je suis d'accord. C'est plus pour ça que je dis. Oui, absolument. Marc-André, tu n'as pas dit beaucoup. Y avait-tu quelque chose que tu voulais réagir par rapport à ça? Non, mais tu sais, moi, la seule chose, puis je ne sais pas, peut-être que ça vient de là, mais je ne sais pas jusqu'à quel point c'est pertinent de le ramener, mais moi, quand j'ai vu ce match-là, ça m'a rappelé
Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, l'année de repêchage de CJ Stroud, il y avait beaucoup de discussions sur qui était le meilleur QB dans ce draft-là. Il y avait des Bryce Young, il y avait lui, en tout cas. Puis, il y avait eu un leak qui disait que CJ Stroud, dans ses tests préliminaires, dans un test de QI, il avait comme coté le plus bas score ever de la NFL à son test de QI pré-draft. Puis, moi, il y a une couple de gars défensifs qui ne font pas faire ça parce qu'ils font des interceptions sur des quatrièmes essais au lieu de. Oui, non, mais tu sais, c'est que ce test-là, ils font surtout faire au QB. Ils font surtout faire au QB parce que justement, ils veulent voir sa compréhension de la game. Moi, j'ai envie de dire, haha, you mad. Non, mais dans le sens que je ne veux pas nécessairement y remettre en pleine face, mais je me questionne, est-ce que c'est juste qu'il n'y a pas les capacités intellectuelles pour read la game? Tu sais, peut-être. Je sais pas, en tout cas, ça m'a comme rappelé ça. Mais est-ce que c'est un gars de système qui va devoir avoir une ligne directrice claire sur son read? Et si tu laisses trop de lousse, ça va te backfire. Peut-être qu'il n'y avait pas cette largesse-là, première saison, plus serrée, puis ça lui a permis de bien paraître. Puis si tu dis, il est bon, je peux y faire confiance, là, ça marche plus, c'est ça. Peut-être parce que, tu sais, tout feu, tout flamme. Tu sais, il est là, You Mad aux Steelers, quand tu as clairement eu beaucoup de revirements, puis c'est pas nécessairement grâce à toi qu'on a gagné le match. C'est plus à l'inaptitude des Steelers de faire des points, puis à ta défensive, puis on peut sauver les meubles. 100%. You Mad, tu arrives, tu fais 5 revirements, mais c'est qui est mad? Tu peux bien pleurer, mais tu fais tes efforts la semaine d'avant alors que tu n'as fait rien. Puis là, ben, ça paraît mal. C'est pas un beau look cette saison pour lui. Je suis d'accord avec toi. L'an prochain parce que les gens vont en parler longtemps de ça. Maintenant, les Bears passent proche de créer la surprise en fin de match, mais les Rams l'emportent 20-17 en prolongation. Tout un spectacle. Avant de vous laisser, je veux dire ce que je retiens, les Rams, aucun drop des receveurs, aucune pénalité, un match clean, mais ça s'est quand même réglé à la toute fin en prolongation. Chapeau aux Bears pour avoir fait un spectacle de qualité. Bravo aux Rams d'être bien coachés comme ils sont. Quel beau match pour terminer cette fin de semaine-là. Marc-André, toi, t'es fait saillant. C'est incroyable pour vrai. Puis tu sais, les Bears, en fait, ils ont joué comme les Bears ont joué toute l'année. C'est pas compliqué. Toute l'année, les Bears, ils ont tiré de l'arrière. Ils ont fait une ou deux séquences miraculeuses au 4e quart. Puis ils gagnaient des matchs. Là, ils sont arrivés un peu short parce qu'ils ont perdu en OT. Mais ça reste que les Bears ont été une équipe tellement le fun à regarder. Pour vrai, une équipe ultra excitante. On a beau chialer sur Ben Johnson qui va en 4e essai n'importe quand dans le match, n'importe quelle situation, on s'entorche, let's go, 4e essai dans mon territoire. Non, mais il a bien paru, oui, c'est ça. Dans le sens qu'il a bien paru, mais ça reste qu'il est quand même allé en 4e essai. On s'entorche. Moi, je me pose même pas la question pourquoi j'ai un botteur dans mon équipe, il sert à rien, ce gars-là. Comme, il y a une philosophie claire, puis il l'applique. Oui, vas-y donc. Quel pourcentage vous mettiez de chance qu'il y ait pour 2 à la fin? Moi, j'étais sûr qu'il y allait pour 2. J'étais sûr à 100% qu'il y allait. J'étais sûr qu'il allait. C'est comme s'il a choqué de suivre son narratif à lui, genre. Tu sais, tu y vas en 4e, 4e et 4 à ton 40, première drive de la game, mais tu y vas pas 2 points à la fin pour gagner la game. Je n'ai pas compris ça. Non, moi non plus. Puis en point de presse, la question, il a été posée en point de presse, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, il a dit que la raison pourquoi il n'était pas allé, c'était parce que dans le match, c'est arrivé à quelques reprises où il était comme en situation de court gain, puis les Rams les ont presque toujours arrêtés, fait qu'il n'avait pas confiance en son game plan dans ce match-là pour y aller. C'est ça qui fait qu'il n'est pas allé. Il a fait le safe bet, il a pris le point, il donne une fresh set of downs. Pas juste un jeu que tu as décidé, parce que c'est vrai qu'il y a eu de la misère à bouger le ballon. La défensive des Rams a été exceptionnelle dans ce match-là. Je ne dis pas que c'est une mauvaise décision. Je suis vraiment surpris qu'il ne l'ait pas fait. Avec la philosophie de Ben Johnson, c'est ça. Je suis vraiment surpris. Parce que je pense que pour répondre à ta question, c'est qu'il se dit, je préfère perdre en étant en prolongation que perdre parce que je manque le jeu de 2 points pour me le remettre en face. Puis je pense que c'est la pression médiatique et des partisans qui aurait été trop difficile s'il était allé puis il perd. Franchement, ce qu'il s'est dit, le plus-value, c'est trop risqué. Je pense que ça y a joué dans la tête aussi, il veut pas. Mais deuxième coach en 2 overtime qui gagne le toss puis qui décide de punter, de ne pas prendre le ballon. Les deux perdent sur la 2e possession de l'équipe qui reçoit le ballon. On en a parlé combien de fois cette année? Ouais. J'avoue qu'en playoff, il n'y a pas de 10 minutes temps, seulement. C'est ça. C'est un peu moins pire.
Mais l'emphase est tellement mise de l'avant sur le fait que tu as un 4e essai si jamais l'autre équipe score que tu oublies complètement le fait que toi, tu vas avoir 2 possessions avant que l'autre équipe en ait une. Ouais, c'est Dans ça. un match comme dimanche où les points étaient durs à gagner, où la température, il fait froid, il vente, il est rendu tard, les gars sont... Tu veux le ballon. Tu veux le ballon, puis tu essaies d'aller en faire tout de suite, puis sinon, tu le laisses à ta Ouais. défensive, puis tu as ta 2e chance avant l'autre équipe qui a sa 2e chance. Puis ton attaque, Moi, je du momentum, trouve vient de faire une bonne séquence. La défensive des Rams En était sur le plus. terrain. Laisse-les sur le terrain. Tu as plus de chances s'ils ne se reposent pas. Ouais. Fait que, tu sais, moi, Le c'est gars, là que c'est joué. le Moi, je pense que c'est- le corner des Rams qui a fait la pire erreur depuis le corner de New Orleans contre les Vikings, là, quand c'était Ah ouais. Diggs qui avait fait le Oui, touchdown. mais pour vrai, ça reste que, sérieusement, là, tu vois le gars qui recule de genre 20 verges par en arrière, il est sur son back foot, même pas, il lance ça, man, une passe parfaite, là. C'est Je comprends. mongol, là. Je sais qu'est-ce qui est arrivé, mais tu es un athlète professionnel, tu es supposé Je être suis d'accord. capable Je suis de d'accord avec toi. rester poise, puis dans le Reste avec moment ton présent. gars. Non, mais reste dans le moment. Il a avancé. Il a même pas. C'est même pas il s'est fait battre. Tu sais, Kemet était dans le coin puis il attendait, mais il a juste avancé. Il a juste Oh, oui, complètement t'as raison. perdu le moment Oh, présent où ce je qu'il suis était, d'accord. puis T'es genre wow, en train de Caleb s'en va célébrer, par. genre, mes Ben boys oui, vont faire le sac, je vais Caleb aller s'en va célébrer par avec eux là-bas, autres. je Genre. m'en vais. Ah, tabarnak. Ouais, Ben c'est. oui, Ouais, quel oui. jeu. Tu sais, ce jeu-là va paraître dans les highlights pendant les 20 prochaines années, mais c'est un peu à cause de ce gars-là. Puis comme tu dis, Julien, ton attaque, elle a du momentum. Hey, ramène ce gars-là sur le terrain tout de suite, là, puis je suis pas sûr qu'il est capable de faire un contre un coverage. Là. Ouais, Il va c'est avoir ça. juste Renvoie-y ça tout de en suite. tête. Ouais, Là. c'est ça. Moi, ça aurait été ça. Tu reviens, Ouais, je premier suis jeu, d'accord. tu Ouais. l'attaques, ce gars-là. Hey, il sait là, que 100%. c'est lui qui vient de complètement. Ah, Tu sais, ben c'est pas oui. comme si c'était un Hail Il va être Mary, puis là, tendu, là. Ouais. Kemet va la chercher par-dessus. Non, non, il était juste rendu tout seul, complètement tout seul. Là. Tu sais, le gars, il est quasiment sorti de la zone. Tu fais quoi? T'en vas où? Ouais, mais Ouais. quel show pour finir cette fin de Ah ouais, semaine-là. c'est Ah incroyable. oui, C'est Là, maintenant, incroyable. débile. Marc, montre-nous les prédictions. Là. Qui domine ou pas? Peu de matchs seulement. Il y a seulement eu 10 matchs en 2 fins de Yes. semaine. Donc, qui domine, c'est quoi le score? Là? Donc, en gros, il y a Marco qui a eu 3 bonnes prédictions cette fin de semaine. Vous deux, vous êtes 2-2 et moi, je suis 1-3, malheureusement. Aïe. Les auditeurs sont 2-2 en fin de semaine. Je note quand même, je suis quand même assez étonné que nos auditeurs étaient à 88% pour les Pats. Je m'attendais quand même peut-être à un peu plus de parité. Ouais, ils ont pas désuspect la deuxième meilleure attaque de la ligue. Fait que voilà, on en est là. C'est Marco qui est en avance dans ses éliminatoires à 7-3. Vous êtes à un match de Marco. Les auditeurs sont à un demi-match et moi, je suis à 500 derrière tout le monde. Fait qu'on est en arrière de Marco. Ouais, c'est Marco qui mène. Fait que si je prends les mêmes choix que Marco, je suis mort. Bon, ben, Ouais. moi, je vais mettre toutes mes œufs dans le même panier. C'est à cause de la manière qu'un Survivor fonctionne. La blessure à Bonix, ça m'a un peu détruit mon travail cette année. Ouais. Fait que pour avoir une chance de gagner mon Survivor, j'ai pas le choix que et Denver et Seattle gagnent cette semaine. C'est une des deux paires, je suis mort. Puis, vu que Marco a pris Nouvelle-Angleterre puis Seattle, moi, je vais y aller pour Denver, Seattle. On va essayer de scoop le Survivor puis prendre mon j'ai point. pas lu le texte. Fait, fuck, il prend les mêmes que moi, ça fait chier. Ouais, c'est ça. Fait que, si on veut spoil, là, Marco a déjà vu qu'il n'est pas là, il nous a envoyé ses choix, il a pris les Pats et les Seahawks. Ben, tu peux prendre les Rams pour le ouais. upset. Ouais, moi, je vais prendre peut-être les Rams, parce que Rams... Laissez-moi tout seul avec Denver. Ça va être Ils vont vraiment serré. Ouais, on l'a dit tantôt, hein, quand c'est ton premier match, il n'y a pas d'attente, tu penses à rien, ben Stidham, ça, c'est sûr. Nick Foles. Mais blague à part, New England, Denver, moi, je pense que même avec Bo Nix, je pense que New England l'emporte. Moi, c'est ma prédiction. Marc, tu peux écrire New England tout de suite. Parce que j'avais oublié, ça fait longtemps que je n'avais pas vu New England jouer, puis la défensive a vraiment bien paru. L'attaque a paru comme elle a paru depuis longtemps. Elle a fait ses points, elle a eu des séquences. Des fois, c'est un peu timide, mais la défensive, elle a vraiment, vraiment bien joué. Je ne sais pas si c'est le phénomène, tu joues contre CJ Stroud. Ça fait 2 matchs de suite, là, mais 2 matchs de suite que le def de New England est 100%, incroyable. Ils ont un bon jeu au sol, ils sont bien coachés. Mike Vrabel, il a vraiment un bon esprit d'équipe. C'est un gars vraiment intense. Puis je pense que l'équipe. Il est même prêt à se faire couper la graine pour gagner un Super Bowl. 100%, il est prêt à. Avez-vous vu cette vidéo-là? Non, j'ai pas vu ça. J'écoute trop de vidéos sur les. Ça, c'est complètement hilarant. OK, un petit topo. Là. Il se fait demander
serais-tu prêt à te faire couper à la graine pour gagner un Super Bowl? Il fait, oh yeah. Là, ils sont comme, ben voyons, tu t'en as quand même déjà 3. Il dit, ouais, mais c'était comme joueur, tu sais. Fait que, il dit, ça fait 20 ans que je suis marié. Là, les gars, ils partent à rire, c'est 2 jeunes qui font l'entrevue. Il fait, un jour, vous allez être mariés depuis 20 ans, vous allez voir Vous que ça allez ne vous sert plus à comprendre. grand-chose. Oh non! Hey, hilarant. Oh non! C'est vraiment un Vraiment. bout en train, ce gars-là. Il est vraiment. Ah, ouais. Vrabel, c'est un gars du peuple. Marc-André, tu crois pour qui ton Honnêtement, restant dessus, depuis là? cette vidéo-là, je suis devenu un fan de Vrabel. Ah, sérieux, il Ah, moi, m'a j'ai fait Mais- tellement rire. toujours là. respecté ce gars-là. vraiment. Sans blague, je sais que j'en ai déjà parlé, fait que je m'attarderai pas non plus. Si vous avez écouté les anciens épisodes, pour moi, Denver, ils ont fini premier dans leur conférence. Ils sont excessivement bien coachés. Mais ça reste que cette équipe-là n'a pas été impressionnante de toute l'année. Ils ont gagné des matchs serrés. Ils ont eu des contre-performances contre des équipes qui n'auraient pas dû avoir. Là, ça leur prend un overtime dans un match qui gagnait quand même, un peu comme tu disais, l'osé quand même facilement, qui aurait pu juste close the gap, puis ça n'a pas été le cas. Moi, je pense que New England est mieux coaché et plus complet. Drake May est un corps arrière plus complet sur tout le match que Josh Allen. Moi, je pense que pour toutes ces raisons-là, la def des Pats est bien meilleure que celle des Bills. En plus, Denver n'a pas son QB partant. Denver n'a pas de jeu au sol. Tu sais, si c'était une équipe qui avait énormément de jeu au sol, tu dis, OK, ben, on va peut-être essayer de garder ça. Mais là, tu n'as pas eu de jeu au sol de la saison. Pour vrai, j'ai de la misère à voir Denver gagner ce Imagine match-là. qu'à tes poignets pour qu'il gagne. Ouais, c'est ça. Fait que je vais y aller pour New England. En fait, il y a Houston qui m'a fourré aussi. S'il avait battu New England, tout serait chill. Ouais, c'est ça. Ben là, moi, je tiens à dire, je vais prendre Denver, mais c'est parce que j'ai vraiment pas le choix. Sinon, je suis mort là-dedans. Puis, faut que je cheer pour Denver en fin de semaine. Fait que, let's go, le miracle. C'est ça. Miracle on turf. Là, pour le prochain match, je trouve ça vraiment extrêmement difficile à prédire. Ça a toujours été des matchs serrés, puis ça a toujours été des matchs vraiment qui se sont joués à pas grand-chose, puis Sam Darnold n'a jamais été impressionnant, puis je pense qu'il ne sera pas non plus, mais il faut que j'aille avec l'expérience, puis avec le coaching de Sean McVay, puis cette équipe-là, elle est complète. Quand il faut remonter de l'arrière puis faire une séquence victorieuse, ils vont dire le snatch their soul out. Fait qu'il faut que j'y aille avec les Rams. On en parle depuis longtemps que c'est l'équipe la mieux coachée, mais on dirait la pire équipe pour jouer contre les Rams, c'est tes rivaux de division qui performent extrêmement bien, puis qui sont jeunes, qui sont motivés. Puis on parlait de on ne sait pas c'est quoi le ceiling. Ben, tu sais, quand tu arrives avec un nouvel entraîneur-chef, beaucoup de recrues, ça fait genre 3-4 ans qu'on dit que c'est la défensive la plus jeune de la ligue. Ils ont de l'expérience, ils sont extrêmement bons contre la course. Fait que ça ne va pas être facile pour les Rams, mais ils peuvent battre n'importe qui par la passe. Donne-moi les Rams pour la semaine qui s'en vient, Marc. Ah, pour vrai, c'est une tough, celle-là. Sérieusement, je trouve que c'est un choix excessivement difficile. Les Rams. Les Rams. Excuse-moi, oui, je m'excuse. Yo. Peut-être que j'aurais dû te laisser, là. On va voir. Mais je trouve que c'est vraiment très difficile parce que je l'ai dit autour de la semaine 10-11, dans ce coin-là, 12, je disais les Rams sont une coche en avant de tout le monde. Quand on avait commencé à faire les power rankings, je me souviens plus c'était quelle semaine, que les Rams étaient vraiment impressionnants, à quel point c'est une équipe complète, bonne défensive à l'attaque, ils ont plein de tours, ils ont Matthew Stafford qui va probablement être le MVP cette année. Puis tu sais, Stafford, il sait probablement que c'est son dernier tour de piste. Là. Je ne sais pas à quel point il revient l'année prochaine. Ça, des fois, ça peut amener son équipe avec lui. T'as Sean McVay. Mais ça reste que pour vrai, Seattle sont fucking impressionnants. Là. Pour vrai, dans les 10, mettons, on prend les 10 dernières semaines, là, sont fucking impressionnants, Seattle. Ils ont gagné tous les matchs que je me dis, ben, ce match-là, ils peuvent peut-être le perdre contre contre les Rams plutôt en saison, contre les 49ers 2 fois, puis ils trouvent tout le temps une fucking façon de gagner. Ils jouent à domicile. Pour vrai, c'est vraiment une tough. Je trouve ça vraiment difficile. Puis pour vrai, je vais pencher du côté des Rams à cause de l'expérience de Stafford, mais je trouve que c'est vraiment une tough, celle-là. Puis tu sais, cette saison, je pense que je regarde le previous match-up, les Sox ont remporté 38-37. L'autre fois, c'était les Rams qui l'avaient remporté 23-21. Placement manqué de Seattle. Ça va jouer à pas grand-chose, ce match-là. Moi, c'est mon feeling. D'un bord comme de l'autre, ça va être serré jusqu'à la fin. Puis c'est fou que des rivaux de division s'affrontent en finale de la NFC. Je ne sais pas si c'est la dernière fois que c'est arrivé. Durant le visionnement du match, ils vont nous le dire, là.
mais que deux rivaux de division s'affrontent en finale d'association, je trouve ça exceptionnel. Puis ça va amener une rivalité à un autre niveau pour ces deux équipes-là. J'ai vraiment hâte de vivre ça. Lozé, toi, t'en penses quoi? Moi, les gars, toute l'année, j'ai vraiment, surtout en deuxième moitié, j'ai utilisé ça à vraiment plusieurs reprises, que pour moi, dans le sport, le plus important, c'est de peak au bon moment. Ouais. Si je veux être pertinent avec ma manière de penser, pour moi, Seattle vient de jouer un match Parfait, là. C'est comme même, il n'y a même pas de mots pour décrire ça, parce que comme j'ai dit, ça a été parfait de la ligne défensive, ça a été parfait de la tertiaire, ça a été parfait. Le QB n'a pas été parfait, mais il n'a pas eu besoin de lancer le ballon. Fait que, whatever. Ça a été parfait le jeu au sol, ça a été parfait la ligne offensive. Les unités spéciales, ça a été parfait. C'est la 4e fois dans l'histoire, ou dans les 50 dernières années, qu'il y a un match de playoff qui se commence avec un kick-off return touchdown. Puis, de l'autre côté, tu as les Rams, que la fin de saison a été un petit peu chancelante. Des gros matchs, des moins bons matchs. Tu as le premier match contre Caroline dans les playoffs, que la défensive a connu une très mauvaise game. Moi, cette semaine, je suis désolé, mais cette semaine, l'attaque des Rams, elle m'a absolument complètement déçu. Pas juste parce qu'il faisait froid, puis la défensive de Chicago a fait des gros jeux. Stafford n'a pas joué un bon match cette semaine. Il n'a pas joué un bon match. Il a pris des mauvaises décisions un peu à la CJ Stroud cette semaine, puis il a été chanceux parce que les gars de Chicago ont droppé les interceptions. Il aurait pu se faire intercepter. Plus, il a lancé des mauvaises passes, il a lancé dans des mauvais... Jamais il fait ça. Stafford, c'est sa plus grande force. Il lance toujours au bon receveur, il lance toujours à bonne place. Puis là, il prenait la mauvaise décision, la mauvaise option. Il a lancé dans des double coverage, dans un triple coverage un moment donné. Fait un mauvais match de la défensive, il s'en sort. Un mauvais match de l'offensive, il s'en sort. Puis tu arrives contre une équipe à l'extérieur qui a joué un match parfait. Fait que si je veux suivre mon train of thought que je dis depuis 7, 8, 9, 10 semaines, je n'ai pas le choix de prendre Seattle dans ce match-là. Je vais à contre-cœur. J'adore Stafford. Je respecte ton choix. Je suis obligé de suivre mon thinking. Ouais, Lozé, moi, je voulais prendre Seattle aussi. Puis là, quand j'ai dit, j'ai fuck, il a fait les mêmes choix. Mais si j'en ai pas à changer, rattraper Marco, c'est celui-là. Parce que moi, tu sais, tout ce que tu as dit est vrai. Puis c'est pour ça que je voulais prendre Seattle. Mais les Rams, l'expérience, puis le fait qu'ils sont rivaux de division, ça marche dans les deux sens. Ils se connaissent tellement bien qu'il y aura un plan de match nitpick. Ça a été tellement serré les deux matchs en saison que je pense que les deux équipes auront un plan de match pour l'autre. Puis je pense qu'ils vont mieux paraître. Surtout l'expérience peut faire que quand tu arrives de plus en plus loin, ça devient de plus en plus tendu, plus de pression. Puis ils sont habitués, ils l'ont déjà fait. Fait qu'on dirait que je suis plus en confiance pour les Rams juste à cause de ça. Mais c'est pas explicable parce que je suis 100% d'accord. Je viens de le dire. À part l'expérience, tout ce que tu as dit est vrai. Puis c'est pour ça que je Seattle depuis le début parce qu'ils sont impressionnants. Puis je l'ai dit la semaine dernière, je ne peux pas dénigrer qu'ils sont numéro 1 dans la NFC. Puis c'est une NFC complètement stacked. Puis malgré tout, ils sont arrivés premiers. Ce qu'ils ont fait cette saison, c'est vraiment une belle saison. Puis maintenant, qu'est-ce qui va se passer en demi-finale? J'ai vraiment hâte de voir. Est-ce qu'ils vont continuer ou est-ce qu'ils vont se faire avoir contre le rival? Ça va être fou. Ça va être fou. C'est tellement un match à ne pas manquer, ce match-là. Ouais, vraiment. Ouais. Vraiment, vos arguments sont super bons. Là. Pour moi, on peut pencher d'un côté ou de l'autre, ça va être un match débile. Ça. Ouais, on va avoir un bon week-end de foot encore. Je suis content que tu aies pu te joindre à nous, là, puis que la grand-mère ne soit pas dans le portrait, dans le sous-sol, ou qu'elle ait dormi en haut, je sais pas. Je sais pas. Je suis content. Puis je souhaite à tous nos auditeurs là, une belle... J'espère que votre équipe est encore là. On est rendu dans le carré d'or sur le top 4. Ça a été des matchs vraiment enlevants. À ne pas manquer, peu importe que ton équipe joue ou non. Allez voir ça. On se laisse sur Dualité. Puis je souhaite une super belle fin de semaine de football. Puis on se reparle la semaine prochaine. Yes, pas les entraîneurs-chefs. Hey, ciao la gang. On se voit la semaine prochaine. Allez nous suivre sur les réseaux sociaux, le Stan Coach Podcast, sur toutes les bonnes plateformes. On prie pour le miracle. On prie pour le miracle, la gang. Hey, vous avez été admiral aujourd'hui. Vraiment. J'espère que tu as la ref.